Smart et responsable vous est présenté par DNCA, maison d'épargne et de valeur. Bienvenue dans Smart et Responsable sur Bismart, votre émission mensuelle dédiée aux enjeux du développement durable et de la finance durable. Le thème de ce mois-ci, c'est le thème de l'épargne et de l'impact. Comment notre épargne, l'épargne des Français, l'épargne mondiale dans son ensemble peut-elle être investie de manière plus productive, financer à long terme l'économie réelle et plus positive pour la planète à travers cette logique ESG, la prise en compte de ces critères extra-financiers qui deviennent aujourd'hui de plus en plus matériels dans les stratégies d'investissement des gérants. C'est donc le thème de ce mois-ci avec deux invités qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure que je vais vous présenter dans une seconde. Deux invités qui représentent le monde de l'investissement dans deux catégories différentes. Guillaume de Martel est avec nous. Guillaume, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous êtes le président de SG29 Haussmann, qui est donc une filiale au sein du groupe Société Générale dans le pôle SocGen Private Banking, c'est ça, filiale de gestion dédiée à la gestion privée. On va parler avec vous donc des attentes, notamment des clients dans le domaine de la gestion privée. Et puis, je le disais, autre catégorie, celle de l'investissement en capital, du private equity, avec Eric Aveillant qui est avec nous. Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous êtes le président du directoire de Naxicap Partners, qui est donc un affilié de Natixis IM, dédié à l'investissement en private equity. Les stratégies ESG, donc comme on les appelle aujourd'hui, qui intègrent ces critères extra-financiers, connaissent depuis quelques années un développement accéléré, au point que l'offre devient même peut-être un peu junglesque pour le client final. Je me tourne vers vous, Guillaume de Martel. Quel est le constat que vous dressez là dans le monde de la gestion cotée, de cette jungle ESG comme je l'appelle, et surtout quelles sont les interrogations et les demandes de vos clients dans le monde de la gestion privée aujourd'hui par rapport à cette logique ESG ? Alors oui, tout à fait. Ce que je peux vous confirmer déjà, c'est qu'il y a une vraie demande de la part de nos clients privés. Il y a deux approches en fait. Quand nous présentons une offre ISR, le client souvent demande mais est-ce que ça marche votre truc ? Quels sont les impacts ? Il veut savoir quelle est la finalité, comment vous faites, etc. Donc il y a énormément de questions. Un gros besoin de pédagogie donc de notre part et d'explication et de transparence, ce qui est vraiment une très bonne chose, pour expliquer quels sont les impacts de ces produits. La deuxième approche, c'est à l'inverse, des clients parmi les segments les plus fortunés qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont sensibles à une thématique, la biodiversité, l'égalité homme-femme, l'environnement, et nous demandent de répondre à cette demande en faisant des stratégies sur mesure. Et c'est là que notre qualité, c'est là qu'ils nous attendent, c'est de pouvoir leur proposer des stratégies intéressantes. Oui. Quand ils vous demandent, ce que je comprends, donc il y a ceux qui vous demandent comment ça marche, et puis il y a ceux qui arrivent déjà avec une idée en tête, un thème, un tropisme particulier. Quand le client vous demande comment ça marche, il parle de quoi ? Il parle de la performance financière qu'il peut espérer de ce type de produit. Il parle de l'impact extra-financier qu'un fonds de gestion peut avoir justement dans un domaine particulier, le climat, le social, etc. En fait, la première chose qu'il demande, mais il ne formule pas toujours bien, c'est de protéger son épargne. Ça, c'est le prérequis. Et ça, c'est notre mission de gérant d'actifs. Puisque le réchauffement de la planète, au même titre qu'une gouvernance un peu douteuse d'une entreprise, sont des risques économiques pour la valeur d'une entreprise. Ça peut peser sur la rentabilité de l'entreprise, sur ses perspectives de croissance. Donc, à ce titre, c'est un risque en capital que nous devons, nous, en tant qu'asset manager, éviter et donc protéger l'investisseur et son capital. Première chose, ça c'est la première mission qu'on a. Et souvent, cette approche par les risques, en fait, c'est pas par là que les investisseurs arrivent, mais ils l'ont déjà en tête naturellement puisqu'ils veulent garder leur épargne. La deuxième partie qui est effectivement plus ce qu'ils demandent, c'est quel est l'impact, comment choisissez-vous vos titres et qu'est-ce que je peux voir comme indicateur dans mes reportings qui me prouvent que votre stratégie a de l'impact. Là encore, l'asset manager, son rôle, c'est de prendre du recul. Il y a beaucoup de données qui arrivent sur le l'ESG et dans lesquelles nous devons savoir naviguer et aussi choisir avec discernement. Donc, en fait, si on ne fait pas ça, on risque de deux choses. Déjà, de choisir des entreprises, par exemple, qui ne sont pas intéressantes, puisque peut-être qu'elles sont très bien notées, mais elles sont déjà survalorisées
et donc n'ont plus de performances à donner, ou, voilà, elles sont surcotées. Et si on choisit aussi les premiers de la classe, les mieux notés, on risque de rater notre objectif qui est en fait d'accompagner, d'avoir de l'impact en accompagnant des entreprises sur des trajectoires d'amélioration. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on soit sur le long terme avec eux. Et ça, c'est quand même, je trouve, une évolution importante de ces stratégies ISR, ESG, qui étaient au départ très tournées vers l'exclusion. J'exclus tous ceux qui ne sont pas à la hauteur, soit des secteurs entiers, soit des entreprises qui ne sont pas suffisamment bien disantes dans ces domaines extra-financiers. On est en train d'évoluer vers quelque chose de différent, j'ai l'impression, Guillaume. Oui, tout à fait. En fait, c'est plus maintenant l'approche. Moi, ce que je dis, c'est qu'avant, on faisait vraiment de l'ISR avec des moufles. C'est-à-dire qu'on avait le chiffre d'affaires, son allocation, que fait l'entreprise. Maintenant, on a des moyens beaucoup plus fins que de procéder à des exclusions un peu basiques. Bien sûr, il y a des choses, des secteurs controversés sur lesquels on ne peut pas transiger. Par exemple, certains types d'armements. Ça, effectivement, jamais ça aura sa place dans des portefeuilles d'investissement. Mais ça existait déjà depuis longtemps. Hein. Voilà. Armes, tabac, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà naturel dans le monde. Tout à fait, oui, c'est vrai. Là, maintenant, on a les moyens, avec ces données et aussi la recherche et développement qu'on y emploie, d'avoir beaucoup plus de discernement et d'aller plus finement dans les secteurs. Et parfois même, on se dit que dans les secteurs miniers, par exemple, qui peuvent faire hérisser le poil, il y a des entreprises qui ont des trajectoires très ambitieuses et qui méritent qu'on les accompagne sur le long terme. Et ça, je reviens à la demande de vos clients. Ils peuvent comprendre aujourd'hui que dans une stratégie ISR, tournée vers le climat, on puisse intégrer des sociétés de production minière, des sociétés peut-être du monde pétrolier et gazier également. C'est quelque chose qui est audible aujourd'hui par votre clientèle ? C'est tout l'objet de notre pédagogie. La clé pour répondre à ça, c'est la transparence, de dire vraiment humblement quelle est notre approche, quel est l'univers d'investissement et comment nous, on va procéder pour en tirer le meilleur parti sur le long terme. Et là, je pense que ce devoir de pédagogie, on le fait et c'est en train quand même d'irriguer véritablement chez nos clients, je pense. Éric Aveillant, la nature même de l'investissement en capital du private equity avec les horizons de temps qu'on connaît, une dizaine d'années, la participation très importante au capital des entreprises, vous êtes vous-même majoritaire dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, la nature même du private equity fait qu'on a, semble-t-il, un terrain très favorable à ces logiques d'impact. Est-ce que le monde du private equity se tourne de plus en plus vers cette idée d'impact financier et extra-financier ? Alors oui, évidemment oui, mais c'est quand même très récent. Nous, on a eu une équipe ESG à partir de 2015-2016. On a 3 personnes, sur 50 personnes c'est important. Mais jusqu'à un passé finalement assez récent, nos clients qui sont des institutionnels, on n'a pas des personnes physiques comme nous, étaient sensibles au sujet sans l'être trop. C'est une discussion qu'on a eue quand on préparait, mais je me souviens d'un client en Asie qui m'expliquait, lorsqu'on faisait un pitch, qu'on lui expliquait notre démarche ESG, qui est une démarche d'ailleurs pas d'exclusion comme vous le disiez, mais plutôt d'être utile et donc de faire progresser les entreprises. D'accompagnement. On avait signé les PRI et le gars me dit qu'est-ce qui prend à tous ces fonds français de faire de l'ESG, voilà, quoi. Et donc ça c'était il y a 3-4 ans. Aujourd'hui ça aurait complètement changé. Ah oui. Et aujourd'hui il y a 3-4 ans, évidemment peut-être c'est un peu provocateur, mais peut-être pour se donner bonne conscience, on déclarait qu'on était ESG, mais le cadre était quand même assez flou. Mais il y avait encore une réelle inquiétude chez certains investisseurs que ce ne soit pas un sujet qui puisse se faire au détriment de la performance. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, ce qui vient avec SFDR et la taxonomie change complètement la donne. Donc le nouveau cadre réglementaire européen. Ouais, il change vraiment la donne. Jusqu'ici, vous pouviez dire, et c'est comme ça que ça s'est fait dans mon côté, je fais de l'ESG, et au fond, la nature de vos engagements n'était pas clairement définie.
Et au fond, la plupart d'entre nous, on était tenus essentiellement par la signature d'un certain nombre de chartes, les PRI. Mais concrètement, où on était, je ne sais pas vous dire. Ouais. Là, ce qui vient quand même à partir de 22, c'est que les fonds vont être classés. Il y a des fonds article 6. Ouais. Et donc, il faudra assumer en article 6 de absolument pas... Je reste en dehors de la logique ESG, voilà. Grosso modo, c'est ça. Et c'est écrit, c'est-à-dire vous êtes dedans, quoi. Ce qui est quand même un vrai sujet. Ensuite, vous avez un milieu qui est intéressant, je trouve, parce qu'il est quand même... il est quand même pragmatique, il élargit le champ, qui est l'article 8. Et puis vous avez vraiment l'article 9, qui sont des fonds avec des engagements, des fonds à impact avec des engagements très très forts. Donc article 8, si je traduis, c'est j'intègre systématiquement des critères extra-financiers dans mes poches d'investissement. Et alors l'étage supérieur, comme vous dites, l'article 9, c'est je m'engage à délivrer un impact extra-financier à travers mes investissements. Ouais, on va dire que les engagements sont beaucoup plus forts. Ouais. À certains égards, par rapport à l'état actuel des techniques, pas forcément simple à atteindre. Hein. Et il vous amène à un univers d'investissement beaucoup plus fermé. Voilà. En article 8, vous êtes plus ouvert. Notre logique, évidemment, mais ça depuis longtemps, évidemment, pas d'armes, pas de tabac. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est de l'ESG ou des risques d'image. À l'époque, on faisait ça. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'on a quand même plus d'impact en investissant dans des entreprises. Nous, on investit en France essentiellement et en Allemagne, et avec une logique d'être un actionnaire majoritaire et sur la durée de détention de la société, de la faire progresser, évoluer, plutôt que de rester et de dire ça ne me concerne pas. À ce moment, on a peu d'impact. Voilà. Donc vous avez choisi l'article 8, si je traduis, c'est ça, Eric? Non, mais c'est très intéressant, justement. Nous, on sera article 8 pour la simple et bonne raison qu'on ne se sent pas, et on a toujours été comme ça, de signer des trucs et de ne pas être en mesure de délivrer. Ouais. Vous retrouvez, j'ai signé quelque chose, puis vous ne délivrez pas. C'est quelque chose avec lequel moi je suis assez mal à l'aise. Donc on ne sera pas article 9 parce qu'on n'est pas capable de l'être aujourd'hui. La réalité, elle est là. Comment ça se traduit, alors le fait d'être article 8, puisque ça change les choses, comment ça se traduit dans l'engagement que vous avez vis-à-vis des entreprises et des managements des entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire? La discussion, il y a une discussion financière toujours, mais la discussion extra-financière prend de plus en plus d'ampleur également? Oui, alors après... c'est pas une révolution puisque nous on le faisait déjà vraiment. On a un bilan annuel ESG, on a 3 personnes à plein temps, donc on était déjà engagé dans quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose d'un peu plus fort dans ce qui vient, qui est qu'il y a des engagements plus quantitatifs. Alors qu'avant on mesurait des progrès et on se contentait de dire on a quand même fait évoluer les choses et fait des progrès. Là les engagements sont un peu plus forts. Voilà. Et je pense que on est au début. Voilà. Et par contre ce qui est vrai, c'est que de la part des institutionnels, il y a un vrai changement de regard par rapport à ces sujets-là. Là où c'était, on va dire, joli, c'est nécessaire. Ouais. Et le couple performance-impact, je veux dire, est-ce que c'est un sujet qu'il faut remettre sur la table aujourd'hui? Moi, je crois pas. Je pense qu'il faut pas se voiler la face. Peut-être qu'il y a 4-5 ans, c'était complexe. Peut-être. En tout cas, c'était une inquiétude. Je ne sais pas si c'est réel. Ouais. En tout cas, on avait la perception qu'avoir une démarche ESG, ça pouvait menacer la performance. Ah oui. Peut-être. Oui. Mais c'est pas avéré. Non. C'est pas vrai. Et c'est peut-être même l'inverse. Ensuite, dans ce qui vient, moi, je pense que ce sera assez congruent d'avoir une bonne performance ESG et une bonne performance financière. Ne serait-ce que vous allez avoir des gérants qui vont se spécialiser sur des secteurs qui, quoi qu'on en dise, vont être en croissance. Parce qu'il y a des besoins de décarbonation, etc. Donc, ils font de l'ESG et en plus, ils ont des choix sectoriels qui seront favorables. Donc, alors après, moi, je trouve dommage l'exclusion parce qu'on ne va pas effacer d'un coup d'un seul nos besoins en matières premières. Ah non. Bon, il y a plein de sujets. Donc, mettre de l'argent, exactement ce que vous disiez à l'instant, dans des groupes miniers et avoir un impact sur leur pratique et les faire évoluer, moi je trouve ça très important. Voilà. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise personnellement. Je pense que c'est pas efficace.
ça pose la question de l'engagement actionnarial. Alors encore une fois, dans le monde du private equity, quand on est majoritaire dans une entreprise, l'engagement actionnarial est naturel. Quand on est dans le monde de la gestion cotée, on est toujours actionnaire minoritaire, voire très minoritaire des sociétés dans lesquelles on investit. Est-ce que l'engagement actionnarial existe également dans ce monde de la gestion cotée, Guillaume de Martel ? Ah oui, bien sûr. Ça fait partie intégrante de notre rôle d'asset manager que de voter, en particulier dans les entreprises que nous détenons, dans lesquelles nous avons des participations. C'est pas juste un rôle d'actionnaire, c'est aussi un rôle de prêteur de long terme, dans des fonds d'obligations, par exemple. Bien sûr. Ça, c'est une part très importante de notre engagement. Bien sûr, comme vous le dites, ce sont des faibles participations en elles-mêmes, quelques faibles pourcentages, mais il y a des initiatives de place qui existent qui visent à rassembler les efforts de gérants d'actifs, d'asset owners, qui ont envie d'aller dans la même direction. Donc c'est en fait, donc déjà, il y a des initiatives dans ce sens-là. Et également, ce qu'on peut faire aussi comme détenteur de ces titres, c'est demander des calls d'engagement aux entreprises, c'est-à-dire les appeler leur équipe ESG et avoir une forme d'action directe aussi. Donc c'est le vote, certes, mais aussi l'action directe qui est possible directement au contact des entreprises. Et ça, vos clients vous le demandent. Là, je reviens à ce client qui demande les stratégies SR, comment ça marche, quel est mon impact. Il demande justement à son gestionnaire d'actifs d'être peut-être plus présent, en tout cas plus engagé vis-à-vis des entreprises et des managements sur ces sujets extra-financiers. Il ne demande pas explicitement le vote, oui. Mais il demande à l'asset manager d'être exemplaire, c'est-à-dire de pouvoir utiliser tous les leviers qu'il a à sa disposition pour avoir de l'impact. Et donc indirectement, lui, ce qu'il veut, c'est avoir de l'impact. Et nous, pour un asset manager, avoir de l'impact, c'est voter et c'est être présent auprès des entreprises. Donc indirectement, oui, on répond à une demande de client. J'ajoute que pour l'obtention des labels ISR de l'État français, on est obligé d'avoir une politique de vote. C'est ce qui était d'ailleurs encouragé par la directive SRD2 qui date déjà il y a 10 ans, mais qui est applicable depuis récemment. À propos alors là on parle de labels, mais à propos de la nouvelle réglementation, taxonomie, SFDR, comment est-ce que cette réglementation transparaît, se matérialise là dans les fonds que vous proposez à vos clients chez SG29 Alors Guillaume ? à nos clients, on ne parle pas encore d'article 8-9, puisque c'est un sujet qui me semble vraiment industriel. Ce ne sera pas un argument pour l'instant, pour le client final. Pour l'instant, on est dans une phase où les gérants d'actifs se disent qu'est-ce que je vais faire ? Exactement ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Nous, on va être article 8, c'est une décision et c'est une vraie réflexion pour l'instant industrielle. Ce qui parle beaucoup plus aux clients, bien sûr, ce sont les labels. Où, comme le précise le rapport du FMI en octobre, ce sont ces labels qui vont permettre de guider l'épargne. Donc, ils ont un rôle très important et il faut qu'ils soient astucieux. Il ne faut pas qu'ils soient un peu bête et méchant. Donc il faut vraiment voir dans ces labels lesquels sont les plus intéressants et les plus efficaces. Mais les articles 6, 8 et 9 et l'article 7, c'est les incidences négatives, c'est un rapport qu'on doit faire mais qui n'est pas encore exigé. Donc principalement pour l'instant c'est l'article 6 avec des fonds qui sont à l'état de nature, on va dire, ou alors qui n'ont pas vocation à avoir d'impact ESG, comme par exemple un fonds d'inflation, comme on peut le calculer. Voilà. Article 6, c'est ces fonds-là à l'état de nature, on va dire. 8, c'est pour nous une approche assez généraliste de l'ISR. Donc pour nous, en fait, c'est un peu équivalent chez G29 au label ISR de l'État français. Pour nous, on s'est fixé ça. Ce qui est bien en ayant un label, c'est qu'on s'efforce comme il va être amélioré bientôt, c'est pas figé quoi, le label. Il faut l'obtenir, il faut le reprouver chaque année, il évolue. Et il est en train d'évoluer au moment où on se parle. Un nouveau comité, nouvelle gouvernance, et on va réviser ce label. Et il faut rester à la hauteur de cette exigence-là. Ça pose la question de la standardisation, alors que ce soit des labels ou des données. Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus objectif en matière soit de tampons labels et derrière donc de données extra-financières reportées par les entreprises? Alors ce qui est vrai, c'est que la donnée aujourd'hui, c'est une sorte de jungle. Il y a beaucoup de fournisseurs, énormément qui sont américains d'ailleurs, ce qui pose une autre question. En tout cas, c'est vrai que ces bases de données sont en train de s'améliorer. Il y a des bases de température, des bases classiques par les fournisseurs habituels. Donc là, l'objectif le gérant d'actifs, c'est de se réapproprier à la fois les méthodos,
parce qu'elles sont parfois assez subjectives. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière une marque. Un fournisseur, on est obligé de se réapproprier toutes ces approches pour avoir, vis-à-vis de notre client, c'est une obligation. L'objectivation des données, Erika Veillant, alors on parlait de la réglementation, mais est-ce qu'on va dans ce sens-là? Est-ce que déjà, je ne sais pas, sur quelques grands enjeux, alors le climat, évidemment, on l'associe directement au carbone, la mesure du carbone est pour l'instant, j'allais dire, presque l'alpha et l'oméga de ces stratégies environnementales, climat, mais... beaucoup d'experts nous disent oui, il ne faut pas se limiter juste au carbone, il faut regarder beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on peut avoir des... Et j'ouvre aussi, je sais pas, la question sociale, par exemple. Est-ce qu'on arrive à avoir des données objectives aujourd'hui, comparables? Nous, on a des KPI, on appelle ça, donc Ouais. c'est des chiffres clés. Il n'y a rien de standard pour l'instant. Il y a des choses qui nous ont paru être importantes, comme la parité. Enfin, il y a toute une série de KPI qui arrivent. Ça reste quand même peu défini pour l'instant. Donc, en private equity en tout cas, chacune des sociétés ont défini des KPI qui leur paraissaient importants. En ce qui nous concerne, effectivement, ils sont assez larges. Ça va de la gouvernance à la parité, à l'empreinte carbone, à plein de sujets. Et on a, c'est vrai, un peu plus de créativité, un peu plus d'impact, puisqu'on est actionnaire majoritaire. Voilà. Mais ce n'est pas en soi défini pour l'instant. Ouais. Ça l'était assez peu. Voilà. Et c'est une nécessité parce que, encore une fois, on voit bien le stock d'épargne mondial n'est pas du tout aligné sur les objectifs et les trajectoires climat qu'il faudrait avoir. On peut imaginer quand même qu'une forme de standardisation, d'objectivation des données va permettre d'accélérer justement le basculement du stock et des nouveaux flux vers... quelque chose de plus... Je ne sais pas sur le stock ou sur les flux, je ne sais pas si c'est possible, puisqu'on parle de masse immense déjà, donc ça j'en sais rien. Je dirais juste que si on standardise un peu plus, on aura une mesure un peu plus objective de l'action des uns et des autres. Mais là aussi, il faut être astucieux, parce que chaque fois que vous bougez un paramètre, il y a quelque part un ajustement qui se fait, et il y a toujours... une forme d'effet pervers ou des choses qu'il faut mesurer. Donc il faut faire attention de trouver un bon équilibre entre des trucs extrêmement standardisés et puis des choses un peu plus lâches. Il me semble que quand même tout le monde y vient, les investisseurs, il y a une forte pression des investisseurs. Le cadrage, en tout cas pour nous, on est obligé de dire, je suis article 6 ou 8, ça change beaucoup la donne, puisque avant on était rien. Ouais. On disait je fais de l'ESG, mais... Ouais. Parce que c'était vraiment, chacun mettait ce qu'il voulait derrière. Là, il y a des choses qui viennent. Je pense qu'il faut le faire de façon graduelle, parce que sinon il y a des chocs et des problèmes d'ajustement. On y viendra. Est-ce que tout est possible? Est-ce que la solution dans les KPI? Je ne sais pas. Je pense qu'en revanche, le simple classification des fonds, on me dirait que c'est très puissant. C'est très, très puissant. Parce que le gain qui reste... J'aimais bien cette expression fonds naturel, là. L'état de nature, c'est ça. Oui. Il est brut, quoi. Il est quand même jusqu'ici. Bon, vous faisiez de l'ESG. Il y avait des démarches plus ou moins approfondies, etc. Mais vous n'étiez pas dans des choses aussi claires. Là, vous optez article 8, c'est réglementation. C'est très très net quand même. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que ce qu'on peut ajouter, c'est que le rôle du gérant, c'est pas juste un optimiseur sous contrainte de métriques. Là, dans la transition qui est en train de s'opérer, il y a énormément d'innovation. Et l'innovation, pour une entreprise, eh bien, c'est risqué. Donc, on ne peut pas juste se fier à des indicateurs chiffrés. Enfin, bien sûr, ça doit guider une partie de notre raisonnement, mais ça ne peut pas être l'intégralité du raisonnement, parce que l'objectif du gérant d'actifs, c'est d'emmener le client justement dans ce voyage, dans cette transition écologique, et ça nécessite d'avoir du discernement sur la qualité des options qui sont choisies par l'entreprise, et pas juste des chiffres publiés. Ça va au-delà de ça. En matière d'offres, alors vous avez lancé là chez SG29 Haussmann donc une offre de gestion sous mandat labellisée ISR. Justement, là, sur la base de quels critères est-ce que vous êtes allé sélectionner les gérants, les fonds que vous proposez en gestion sous mandat à vos clients? Quelle a été la démarche en quelques mots, Guillaume? Oui, alors on est très fiers parce que c'est la première gestion sous mandat qui est labellisée ISR. C'est une première, France. ça. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de fonds, bien sûr, mais c'est une gestion sous mandat. Donc, qui est faite à partir de fonds. Donc, il y a 90% des fonds qui sont labellisés ISR eux-mêmes.
Donc ce qu'on a recherché dans cette offre, ce n'est pas encore la recherche d'une thématique comme la biodiversité, etc. C'était d'abord protection de l'épargne et donc un univers d'investissement qui soit équilibré en allocation géographique, aussi en exposition à la croissance par rapport à la value, etc. Donc, c'est plus une approche patrimoniale qu'on a cherché à avoir, labellisée ISR. C'est comme ça qu'on a choisi nos fonds qui sont soit des fonds, nos propres fonds, donc on connaît bien l'approche en question, soit ceux de nos partenaires avec qui on a lancé la nouvelle génération d'épargne. Donc des gens dont on est assez proche et dont on partage les valeurs. Et donc ça répond à une demande qui devenait très forte de la part de vos clients sous mandat, justement. Oui, on a beaucoup de gestion sous mandat en fait. Donc, il y a des clients très fortunés qui ont accès à des fonds dédiés, par exemple. Donc sous mandat, c'est je délègue tout. C'est-à-dire que exactement, je demande des comptes, mais tout à fait. je m'occupe de rien, je délègue tout. Oui, pour demander des comptes. Oui. Mais effectivement, c'est la gestion sous mandat, c'est on nous délègue à 100% de manière discrétionnaire l'investissement. Donc on nous confie l'épargne et sa préservation et la performance, bien sûr. Et donc cette offre de gestion sous mandat, ça représente quand même, le sous mandat, c'est une grosse partie de notre offre. Bien sûr. Ouais. Eric, j'avais une question pour vous sur la démocratisation du private equity. Alors, vous l'avez dit, vous, votre bassin naturel de clients, ce sont les investisseurs institutionnels. Néanmoins, est-ce que vous imaginez, et certains dans votre industrie portent ce discours très vocalement, très fortement aujourd'hui, est-ce que le private equity peut être aujourd'hui, demain, après-demain, une classe d'actifs pour le retail, pour l'épargnant particulier ? Si vous regardez aux US, c'est très important. C'est sensiblement plus de 10% de l'allocation dans l'épargne des Américains. Mais d'abord, il y a une appétence au risque des épargnants français qui n'est pas comparable. Donc déjà, c'est le premier sujet. Ensuite, il y a un cadre qui est que c'est quand même peu liquide. Donc, alors, assez étrangement, on a quand même vendu pas mal de SCPI qui ne sont pas tellement liquides. Oui. C'est du côté immobilier, mais c'est pas si liquide que ça quand on veut partir. Mais c'est un sous-jacent immobilier, donc ça rassure. Et dans le système français aujourd'hui, l'offre de private equity, elle a été soutenue par des initiatives publiques qui étaient des fonds d'innovation ou les fonds d'investissement régionaux, et avec un stimuli qui était une économie fiscale, mais avec un produit qui en soi a de telles contraintes que délivrer la performance, pour le coup, et on n'est pas dans le ESG, c'est vraiment difficile. Donc, le premier démarrage avec le capital investissement pour les Français, je ne connais pas bien toutes les perfs, mais ce n'est pas des super retours, pas facile. Donc, déjà, ce n'est pas un démarrage facile. Et le deuxième sujet, c'est que pour toutes les raisons qu'on connaît, l'essentiel de l'épargne des Français est dans l'assurance vie. Et donc, la seule façon de véritablement le débloquer et d'en faire quelque chose d'important, ce sera qu'un jour, les assureurs ouvrent des UC. Mais ça pose un problème de valorisation, ça pose un problème de liquidité. Et donc, certainement que ça va se développer, si on prend l'exemple américain, à quelle vitesse mais il y a encore des barrières à lever. Non, mais c'est normal, c'est peu liquide. Et aujourd'hui, l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, elle l'amène. On demande à l'assureur de faire la liquidité. Donc, c'est compliqué. On s'arrêtera là, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Smart et Responsable ce mois-ci sur le thème de l'épargne et de l'impact. Éric Aveillant, le président du directoire de Naxicap Partners, était avec nous, et Guillaume de Martel, président de SG29 Haussmann au sein du pôle SG Private Banking. C'était Smart et Responsable en partenariat avec DNCA, maison d'épargne de valeur.